Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on continue, Alexis Poulain sans réserve jusqu'à 13h avec notre invité Jean-François Corti. Bonjour, vous êtes médecin et chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et surtout vice-président de l'ONG Médecins du Monde. Je voulais vous inviter pour parler bien sûr de la situation humanitaire à Gaza, mais aussi pour avoir votre ressenti par rapport à ce que dit Russell Krief, qui a critiqué les ONG qui n'ont pas, soi-disant, selon elle, été assez véhémentes sur le sort des otages ou bien les crimes du Hamas. Qu'est-ce que vous pensez de cette accusation gratuite de Madame El Krief face aux ONG qui essayent de faire un travail sur le terrain? Je pense qu'elle relève d'une forme de désinformation dramatique. Elle est du même niveau que les attaques que les ONG ont à gérer lorsqu'on les accuse d'être des complices de passeurs lorsqu'il faut sauver des vies en mer Méditerranée. Et je pense qu'il faut rappeler quelques principes. Les ONG, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, elles ont un principe d'impartialité, c'est-à-dire que dans les conflits, elles interviennent des deux côtés. Elles interviennent lorsqu'elles sont une plus-value pour des systèmes de santé qui sont en rupture dans le cadre d'un conflit, et si elles peuvent apporter justement une capacité médicale adaptée à des besoins qui sont explosifs. Si bien que au lendemain, notamment, des attentats horribles du 7 octobre du Hamas en Israël, il y a eu 1400 morts, dont une majorité de civils. Médecins du Monde a dénoncé, comme la plupart des ONG, ce drame. On a vu l'État israélien, qui est un État fort, pouvoir apporter des réponses médicales, sanitaires à cette problématique. Et donc, nous ne sommes pas une plus-value et nous n'avons pas été interpellés pour pouvoir venir donner un service et rendre un service. Si on est interpellé, probablement qu'on interviendra pour aider si besoin, mais il n'y a pas une rupture, je dirais, dans la capacité de répondre. Côté gazaoui, la situation est différente puisque les besoins sont explosifs. Donc, on est sur ce fonctionnement d'impartialité. Et puis, votre consoeur, elle mélange tout. Elle dit que les ONG comme MSF ou MDM ne sont pas assez partie prenante dans la gestion de tout ce qui relève des otages. Nous sommes pour, évidemment, nous avons une angoisse pour les otages et nous espérons qu'ils seront libérés et qu'ils resteront en vie, comme la plupart des civils à Gaza qui sont innocents. Mais ce qu'elle oublie de mentionner, c'est que ce n'est pas dans le mandat d'une association comme MSF ou MDM de gérer ce genre de choses. C'est le mandat notamment de la Croix-Rouge et du CR, qui sont dans le cadre des conventions de Genève, en accord avec les États, qui ont ce mandat de pouvoir discuter avec les parties prenantes d'un conflit et de gérer ce genre de situation, voire d'avoir accès à des prisonniers ou des otages. Donc nous, il faut pas nous taxer d'être dans l'incapacité de gérer ça, parce que c'est pas notre mandat et on n'a pas la capacité logistique et politique. Ensuite, elle mélange tout en parlant notamment des Nations Unies, qui ne sont pas des ONG, qui sont l'UNICEF, l'OMS, ce sont des agences des UN, donc qui n'ont pas le même mandat que les ONG. Donc on voit. Je ne sais pas pourquoi cette tentative de désinformation, parce que c'est une personne intelligente, elle a la capacité de se documenter, mais voilà, c'est à l'image d'une dérive globale où on attaque n'importe qui, y compris les ONG qui ont pour vocation de tenter d'humaniser la guerre dans le cadre du droit humanitaire international. Donc c'est difficile, mais bon, voilà, nous continuons à faire notre travail et dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et de manière impartiale. Justement, les conditions à Gaza, on a eu des témoignages de ces ONG, de scènes terribles, d'amputation d'enfants sans anesthésie, enfin de choses incroyables parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin, l'aide humanitaire arrive, mais au compte-gouttes. Enfin, est-ce que vous avez des liens avec les personnes là-bas de Médecins du Monde et d'autres ONG, et qu'est-ce que sont les témoignages aujourd'hui de la réalité du terrain à Gaza? On a une vingtaine de personnes, des Gazaouis qui travaillent, qui sont des salariés de Médecins du Monde, qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années, qui sont formés à l'urgence, mais qui aujourd'hui sont dépassés, comme la plupart des aidants et des humanitaires. La plupart ont perdu beaucoup de membres de leur famille, leur logement, cherchent à bouffer et à boire, et ne peuvent pas se soigner. Certains sont allés dans le sud lorsque cela a été possible et demandé, de la bande de Gaza, mais les bombardements y sont intenses, l'aide n'est pas proportionnée, on y reviendra, et certains nous ont dit, nous, tant qu'à mourir, autant essayer d'aller mourir chez nous, parce qu'on n'a pas d'autre option, notamment dans le nord. Nos soignants qui travaillent dans un hôpital dans le nord de la bande de Gaza, c'est une trentaine d'hôpitaux aujourd'hui, dont la plupart ne sont plus fonctionnels, et je vais y revenir. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que les hôpitaux, ils regroupent à la fois des malades,
il faut pas oublier tous les malades, maladies classiques, appendicite, diabète et compagnie, qui aujourd'hui ne peuvent plus être soignés, des blessés, des morts qu'il faut gérer dans des fosses communes, beaucoup de familles qui les accompagnent et beaucoup de civils qui ont perdu leur logement et qui espèrent trouver une forme de sanctuaire dans ces hôpitaux qui malheureusement, la plupart ont été bombardés et à qui on demande d'évacuer. Donc ils font de la médecine de guerre mais de bas étage, nos soignants, parce qu'ils opèrent à même le sol, ils ont plus d'électricité, il y a plus de fuel pour les groupes électrogènes. On a dans n'importe quel hôpital, y compris en France, des groupes électrogènes au cas où le système électrique général ne fonctionne plus, et il ne fonctionne plus à Gaza depuis pratiquement 3 semaines. Ils opèrent à même le sol, ils ont plus d'antalgiques, ils ont plus d'antibiotiques, ils font des amputations sans anesthésie complète, et donc ils sont dans une forme de médecine de guerre de bas étage. Et donc je peux vous le dire, à Gaza aujourd'hui, on meurt en masse sous les bombes, on meurt aussi de manière conséquente de maladies classiques dont on connaît les traitements, mais qu'on ne peut plus soigner parce qu'on n'arrive plus à alimenter les hôpitaux en médicaments, et on meurt dans la douleur sans antalgique, et on va aller avec ce blocus total qui bloque l'entrée médicaments, d'eau, de nourriture et de fuel. Plus ce blocus s'étend dans le temps, plus il est efficace, et donc des mortalités exponentielles pour les plus précaires, les plus fragiles, que sont en général dans les zones de conflit les femmes enceintes, les malades, les vieillards et les enfants en bas âge. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce blocus, ce siège, il n'a pas pu être anticipé par la population. Dans plein de conflits qu'on connaît, et des sièges comme à Alep en Syrie ou à Mariupol il y a 2 ans, en Ukraine, on sait que le siège va arriver, les familles ont le temps de partir dans le reste du pays, des millions de personnes sont arrivées en Europe et ont été bien accueillies. Là, le blocus était déjà présent avant le blocus total, c'est une prison à ciel ouvert Gaza, on le sait depuis longtemps, et donc c'est des familles entières qui sont bloquées, des gamins qui il y a 1 mois encore allaient à l'école, qui se font bombarder, qui meurent en masse, et ces gamins-là, si vous leur faites boire, et c'est le cas aujourd'hui, de l'eau saumâtre, de l'eau mal filtrée, de l'eau de mer, parce que c'est de ça dont on parle, eh ben c'est des épidémies gastro-entérites, c'est des décompensations rénales, et tous les malades aujourd'hui, y compris ceux qui sont diabétiques, ceux qui ont besoin de traitement pour la thyroïde et autres, avec ce blocus total, ils vont mourir dans les jours qui viennent. Donc on va être sur une phase exponentielle si l'aide ne peut pas rentrer de manière massive, et elle est sous-proportionnée aujourd'hui, et s'il n'y a pas des cessez-le-feu pour qu'elle soit distribuée et qu'il y ait un répit pour les aidants qui meurent sous les bombes. Je vous rappelle qu'il y a 60 membres des Nations Unies qui n'ont rien à voir avec des mouvements terroristes qui sont morts sous les bombes. Des dizaines de membres du Croissant Rouge qui sont morts sous les bombes. Donc on est dans une situation de conflit contemporain exceptionnelle où les aidants et les civils payent un lourd tribut. Et les journalistes également, les journalistes de chaînes d'information. Est-ce que c'est inédit dans votre carrière de médecine humanitaire de voir un tel carnage, parce que j'ai pas d'autre mot. Ça a été violent sur les bombardements de Grozny, par exemple, par l'armée russe, qui ont éradiqué une ville en quelques mois. Ça a été violent à Alep et en Syrie, où il y a des millions de déplacés, de personnes qui sont dans des situations difficiles. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on est sur une population de 2 millions de personnes qui n'a pas d'échappatoire, en fait. Oui, c'est ça qui est exceptionnel. Exceptionnel, et que ces personnes ne peuvent pas s'échapper. Y compris des dizaines et des centaines de binationaux, d'expatriés qui commencent aujourd'hui à pouvoir évacuer. Mais voilà, il y a cette situation exceptionnelle d'une mortalité intense. On est déjà à plus de morts de civils en 15 jours de combat qu'en 2 à 3 ans de guerre en Ukraine, si vous voulez. Donc il y a cette question de proportionnalité, d'intensité, de manque d'échappatoire et d'incapacité, au fond d'impuissance pour l'aide humanitaire et pour les aidants à faire leur job. Donc cette situation est exceptionnelle, je le dis. On est dans une forme aussi d'instrumentalisation de l'aide humanitaire. Pourquoi ? Plusieurs niveaux, 3 niveaux de réponse. D'abord parce que cette aide, elle est massivement prépositionnée côté égyptien. Il y a des camions, des centaines de camions qui sont prêts à rentrer avec de l'eau, de la nourriture, du fuel qui peut pas rentrer aujourd'hui, des médicaments. Mais comme les bombardements continuent, sont intenses, cette aide, elle peut pas rentrer. Il y a un effet psychologique de savoir, quand vous êtes en manque d'eau et de nourriture, que cette aide est juste à côté. C'est de la survie, bien sûr. Voilà, que c'est la survie. Et qu'elle peut arriver. Juste, je veux dire 2 choses. On va y revenir de toute façon. On va y revenir. Excusez-moi, on marque une pause, mais on continue. Merci de votre témoignage. On se retrouve dans un instant avec Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde. À tout de suite.
se retrouve avec notre invité Jean-François Corti, médecin et vice-président de Médecins du Monde. On parlait de la situation bien sûr terrible à Gaza et de l'entrée difficile de l'aide humanitaire. Où on en est alors aujourd'hui sur cette aide et les moyens d'action? L'aide, elle est sous-calibrée par rapport aux besoins de 2 millions de personnes qui aujourd'hui cherchent à manger, à boire, et où la plupart des hôpitaux sont en rupture de fuel et de médicaments. Ils sont en total collapse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Les camions sont là, le matériel est prêt à rentrer, mais l'aide n'arrive pas de manière proportionnée. Depuis 10 jours, c'est environ 300 camions qui sont rentrés. Il en faudrait 100 par jour, et avant le blocus total, c'était 400 à 500 qui rentraient par jour. Donc vous voyez bien le problème. Je disais tout à l'heure que l'aide humanitaire est instrumentalisée. Pourquoi? À plusieurs niveaux. On a demandé à des centaines de milliers de personnes de bouger du nord vers le sud de la bande de Gaza, y compris des malades et des blessés. Mais quand vous êtes sous blocus, lorsqu'il y a des bombardements actifs, lorsque la plupart des malades ne sont pas transportables, c'est utiliser une rhétorique humanitaire à des fins de déplacement massif de population, et cela, c'est en rupture avec le droit humanitaire international. Et de la même manière que quand M. Biden ou l'Europe ou la France, on y reviendra, dit voilà, il faut de l'aide humanitaire ou de l'aide interétatique. Ils en envoient d'ailleurs au niveau côté égyptien. Il faut que ça rentre au fur et à mesure, mais on voit bien que c'est au compte-gouttes. Et en même temps, ils ne dénoncent pas, ils ne mettent pas des mots sur les raisons de cette catastrophe humanitaire que sont les bombardements et le blocus total. Eh bien, ils utilisent l'aide humanitaire comme un paravent moral pour masquer leur non-volonté de se positionner clairement sur la nature du drame. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Ouais. Alors on a un auditeur avec nous en ligne, Julien, qui nous appelle de Marseille. Bonjour. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Alors déjà en préambule, cette guerre Hamas-Israël a fait autant de morts en 25 jours pratiquement que la guerre Russie-Ukraine dans les deux camps, en civil. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même quantum de morts et de blessés en 525 jours qu'en 25 jours. Et ma question, ça serait, est-ce que le plus grand crime de guerre, ça serait pas de ne pas faire rentrer l'aide humanitaire et de laisser mourir ces gens des suites de leurs blessures ou de faim, plus que même les bombardements qui se disent des dégâts collatéraux, quelque chose qui n'existe pas en fait. Soit des crimes de guerre, soit ça n'en est pas. Merci beaucoup. Alors oui, c'est la question de la trêve en fait humanitaire qui est appelée timidement par les différents responsables. La France, par exemple, ce matin, Olivier Véran sur BFM parlait d'une condamnation ferme du bombardement de Jabalia, mais c'est tout. Enfin, on n'est pas dans une demande de cesser le feu. La trêve humanitaire, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Quels sont aujourd'hui les appuis qu'on peut avoir auprès des différents membres de l'ONU? Ce qu'il faut absolument aujourd'hui, au minimum, c'est un cessez-le-feu pour que l'aide humanitaire puisse rentrer en masse, que ce soit au nord et au sud. Il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas au nord, même si les Israéliens ne le souhaitent pas, et qu'elle puisse être proportionnée aux besoins. Pourquoi il faut un cessez-le-feu? Parce que l'aide, c'est pas le tout galant. Il faut qu'elle puisse être distribuée. Il y a toute une logistique. Il faut trouver des points qui centralisent les distributions, où les civils sachent où aller, où les aidants ne meurent pas sous les bombes. Donc il faut que cette aide, elle puisse rentrer de manière proportionnée dans le contexte d'un cessez-le-feu. Après, il faut pouvoir considérer aussi, comme la plupart des expatriés ou des binationaux qui sont en train de sortir, que si les bombardements continuent, si l'enfer continue pour les Gazaouis, il faut donner la possibilité à ces Gazaouis de sortir, s'ils veulent, de cet enfer, et notamment vers l'Égypte. Ça doit être une option pour sauver leur vie. Et puis enfin, il faut pouvoir pointer du doigt les raisons de ce drame. Vous l'avez évoqué, la France, certes, a condamné les bombardements hier des écoles des Nations Unies où des dizaines de gamins sont morts, mais elle reste sur une rhétorique sémantique où elle dit, comme les Américains et la plupart des Européens, il faut une trêve humanitaire. Non, il ne faut pas une trêve humanitaire, il faut un cessez-le-feu, et puis il faut pouvoir condamner, comme ils l'ont fait de manière légitime, et tout à fait justifier les atrocités du Hamas du 7 octobre. Il faut aussi condamner les atrocités qui sont en cours. On est en train d'observer 2 millions de personnes qui sont assoiffées, affamées, en rupture de soins, qui vont mourir de tout et de n'importe quoi. Et ça doit être dénoncé. On a le droit d'avoir des alliances, et la France a une alliance légitime et contestable avec Israël, dans un contexte de colonisation que je vous rappelle est assez intense. Mais en amitié, on doit être aussi capable de dire à ses proches, quand ils sortent du cadre et quand ils déconnent,
bonne. Il faut pouvoir le dire aujourd'hui parce que c'est 2 millions de personnes qui ont un pronostic vital engagé aujourd'hui. Vous parlez de charniers à ciel ouvert Gaza. Aujourd'hui, on a une estimation de 8 000 à 9 000 morts. Alors il y a des polémiques autour du fait, est-ce que ces morts, c'est vraiment réel? Est-ce que le Hamas manipule pas? Dans toute zone de conflit, il y a aussi de la propagande autour des chiffres. Mais moi, je pense que, au regard de la nature des bombardements utilisés sur une population aussi dense, les milliers de bombes qui sont tombées, cette mortalité probablement est sous-estimée. Pourquoi? Parce que elle ne comptabilise pas les morts qu'on ne va pas chercher sous les décombres, et c'est des centaines et des centaines de bâtiments qui ont été détruits, et elle ne comptabilise pas les morts à petit feu, à bas bruit, dont je vous ai parlé, tous ces malades qui sont en train de mourir par manque d'insuline, par manque de traitement pour la thyroïde, par manque d'antibiotiques et d'antalgiques pour les enfants qui ont des bronchiolites, par manque d'accès à de l'eau potable. Tous ces morts-là, ils sont en train de monter de manière exponentielle parce que le blocus est très fort et qu'il n'a pas pu être anticipé. Et donc la situation est catastrophique. Il n'y a pas de bons et de mauvaises victimes dans les conflits ou dans le monde en général. Les ONG, elles sont impartiales. Elles dénoncent les mortalités des civils des deux côtés. Et là, aujourd'hui, on est sur une course-poursuite monstrueuse d'une mortalité qu'on n'arrive pas à stopper. On est en train de passer effectivement d'une situation de prison à ciel ouvert à une situation de charnier à ciel ouvert. Petit à petit, c'est dramatique et il faut arrêter cet engrenage infernal. Oui, mais la réponse des défenseurs de la politique israélienne, c'est qu'il faut taper fort, aller vite, qu'il n'y a pas le choix et que le cessez-le-feu serait donner le temps au Hamas pour répliquer. On a l'impression qu'aussi il y a une déshumanisation des populations gazaouis, en parlant de victimes collatérales, d'otages, de populations boucliers, comme s'il y avait un déni de certains responsables politiques face à la violence et face à l'horreur humanitaire qui se passe actuellement. Ce qui est clair, c'est que même aujourd'hui, les humanitaires sont pointés du doigt par certains comme étant potentiellement la source du problème. Or, les humanitaires comme MSF, Médecins du Monde, sont là pour tenter d'apporter une humanisation de la guerre, peut-être utopique aujourd'hui, dans un cadre qui est le droit humanitaire international, leurs propres équipes qui ont des difficultés pour survivre et qui n'arrivent pratiquement plus à bosser. Donc on est dans une situation où on ne peut pas accepter le deux poids deux mesures, les bons ou les mauvaises victimes, et quand on est une ONG de manière impartiale, on défend l'accès à ces civils, y compris dans des contextes difficiles. On a été amené à travailler dans des contextes de systèmes politiques verrouillés, de régimes totalitaires. Je pense à la Corée du Nord dans les années 90, ou avec des famines, où on est obligé de négocier avec des tortionnaires. C'est pas simple, parce que l'objectif, c'est de toucher les civils. Mais à un moment donné, quand vous avez la plupart de votre aide qui est détournée par des militaires, alors vous décidez de partir et c'est intenable. Là, dans la situation dans laquelle on vit, on n'arrive pas à faire entrer l'aide. Nos équipes ont du mal à bosser, les Nations Unies meurent sous les bombes au même titre que les civils, et ça pose aucun problème à personne sous prétexte que c'est une démocratie qui est à l'origine de ça. Ça commence à en poser justement. On doit être capable de dire que la démocratie, n'est pas uniquement vertueux. On défend tout ce modèle, moi le premier. Mais on doit pouvoir dire qu'à un moment donné, même les démocraties peuvent être capables d'être hors des cadres et qu'il faut pouvoir se le dire. Il faut juste pouvoir se le dire. Ouais, ça paraît difficile. Enfin, on voit un débat extrêmement polarisé, y compris en France, où le simple fait de dire ce que vous dites revient à cautionner quasiment ce que fait le Hamas, ce qui n'est pas du tout votre cas évidemment, mais comment on en arrive à un débat aussi violent, à un déni aussi d'humanité par rapport à ce que vivent les Gazaouis sous les bombes, et au-delà de ça, par les privations, puisque c'est les privations qui vont faire sans doute plus de morts que les bombardements. À quel moment vous pensez qu'on va retrouver une raison ou une lueur d'humanité dans cette horreur? C'est une question très difficile parce que je ne peux pas anticiper tous les scénarios qui sont possibles sur l'avenir, et je pense qu'il va falloir que les juristes en droit international nous aident à mettre des mots sur les drames, à la fois sur ce qui s'est passé le 7 octobre, mais à la fois sur aussi la violence d'une colonisation active qui depuis de nombreuses années tue des dizaines de milliers de civils, notamment en Cisjordanie, sur ces logiques aussi d'enfermement à Gaza, sur aussi le sort des otages qu'il ne faut pas négliger et sur lesquels il faut avoir beaucoup d'inquiétude, et puis sur aujourd'hui le fait que 2 millions de personnes soient assoiffées, affamées et sans soins. Donc
Donc il va falloir poser des mots sur ces cadres-là. Ce que j'espère simplement, moi, c'est que le cessez-le-feu puisse être le plus rapide possible, que les équipes, d'abord mon équipe, elle reste en vie, parce qu'on en est à ce point-là d'inquiétude, de savoir s'ils vont être vivants et s'ils vont sortir vivants de cet enfer. Comment vous communiquez avec les équipes sur le terrain ? On communique par téléphone essentiellement. Il y a des jours où on n'arrive pas. Ce week-end, samedi, toutes les communications étaient coupées. Il y a 2 jours aussi, ça a été coupé pendant quelques heures. Voilà, on est très inquiet pour eux. Et je le redis aussi, il faut avoir un œil sur ce qui se passe en Cisjordanie, parce que dans le même temps, la colonisation continue de manière très active, des violences sur les civils. C'est près d'une centaine de morts ces derniers jours de civils, dont des enfants, notamment en Cisjordanie, à Jenin, où nos équipes sont présentes et ont des difficultés aussi pour bosser. On n'est pas sur le même registre que ce qui se passe à Gaza. Donc voilà, il faut avoir une vision globale de ce qui se passe là-bas. Et je pense faire confiance aux humanitaires dans leur impartialité. Notre rôle, nous sommes des acteurs dans le champ des relations internationales légitimes. On n'a peut-être pas de mandat. On est indépendant d'acteurs politiques. On essaie d'être au plus proche des civils des 2 côtés lorsqu'on a une plus-value pour des systèmes de santé. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur nous. On est les rares acteurs avec les Nations Unies à encore pouvoir amener un peu d'humanité. Si on peut au moins préserver ça sur les conflits, ça sera déjà pas mal. Et qu'on arrête de faire de la désinformation. Faisons cela. Ici sur Sud Radio, on ne fait pas de désinformation. Merci d'avoir été notre invité. Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde. Merci beaucoup. Dans un instant,